Bonjour à tout le monde, je vous propose d'explorer la carte mentale qui porte sur le système auditif. Voici la carte mentale en question avec ses diverses branches. La première sur les ondes sonores, la seconde sur la localisation et la structure du système auditif, la suivante sur la transduction, puis nous aurons une branche sur les voies auditives et une dernière branche sur les troubles auditifs. Commençons avec la notion d'onde sonore. Si on veut vraiment être correct, on parlera plutôt d'onde de pression, mais on gardera dans cette carte mentale le terme d'onde sonore. Et donc les ondes sonores, on peut dire que ce sont des ondes de pression qui sont liées au mouvement des molécules d'air. On pourra parler des vibrations, voire des ondulations des molécules d'air. Nous avions déjà parlé d'ondes dans ce cours, quand nous avions parlé des ondes électromagnétiques avec le système visuel. On avait souligné le fait que les ondes électromagnétiques peuvent se propager dans le vide, ce qui n'est pas le cas des ondes de pression. Ces ondes de pression ne vont exister qu'avec de la matière, puisqu'il s'agit de vibrations de la matière elle-même. Notons tout de suite une chose, c'est que le mot son a une certaine ambiguïté. Il est ambigu parce que le mot son est parfois utilisé pour désigner un phénomène physique qui est l'onde de pression, l'onde sonore, et parfois, donc dans ce cas-là, il s'agit des vibrations des molécules d'air, et parfois on utilise ce terme pour désigner un phénomène biologique qui est la perception auditive. On en revient finalement ici à la question que l'on peut se poser, qui est: est-ce qu'un arbre qui tombe fait du bruit ou pas, un arbre qui tombe dans la forêt? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que l'arbre qui tombe en tombant va faire bouger les molécules d'air, donc il va générer des ondes de pression. Est-ce qu'il fait du bruit? Eh bien, ça dépend de la présence d'une oreille. S'il y a une oreille, donc un système auditif pour accueillir ces ondes de pression et générer la perception d'un bruit, alors oui, il y aura du bruit, mais sinon, non. Le bruit, c'est une perception auditive. Auditive, c'est généré par le système nerveux. Alors, évoquons maintenant quelques propriétés concernant les ondes sonores, leur fréquence, leur amplitude et leur complexité. Par fréquence, on désigne un nombre de phénomènes qui se produit par unité de temps. Là, il va être question du nombre de cycles de l'onde de pression par seconde. Qu'est-ce que c'est qu'un cycle? Un cycle, on a dit, les ondes de pression sonore vont être liées au mouvement des molécules d'air. On peut imaginer qu'une molécule d'air est, pour commencer, dans une position fixe, elle est à sa position d'équilibre, puis elle va être mise en mouvement. Et bien, quand elle est mise en mouvement, elle va vibrer, elle va osciller, onduler autour de cette position d'équilibre. Et donc, un cycle, ça va correspondre à un mouvement d'aller-retour par rapport à cette position d'équilibre. On va utiliser pour unité de fréquence le Hertz, Hz, qui désigne donc le nombre de cycles par seconde. Et pour notre oreille, la fréquence d'une onde de pression va correspondre à une perception de hauteur tonale. Ça veut dire qu'une onde de basse fréquence, nous la percevons comme un son grave. Une onde de haute fréquence, nous la percevons comme un son aigu. Notons que nous ne sommes pas en mesure de percevoir toutes les fréquences qui existent dans l'environnement. Notre spectre de perception, spectre humain, correspond à la capacité à détecter des ondes qui varient entre 20 Hz et 20 000 Hz. Quand les ondes sont inférieures à 20 Hz, on les appelle infrasons. Nous ne les percevons pas, mais certaines espèces comme le chien les perçoivent. Quand les ondes de pression ont une fréquence supérieure à 20 000 Hz, eh bien on appelle ça des ultrasons. Nous ne les percevons pas, mais d'autres espèces comme les chiens ou encore le dauphin les perçoivent. Par amplitude, on désigne l'amplitude d'oscillation des particules d'air qui vont se déplacer plus ou moins à distance de leur position de repos. L'amplitude reflète la quantité d'énergie de l'onde et va correspondre pour notre oreille à la perception de l'intensité sonore, ce qu'on appelle communément le volume. Donc une onde de faible amplitude, nous allons apercevoir comme un son de faible volume, donc faible intensité avec peu d'énergie. Une onde qui présente une forte amplitude, nous l'apercevons comme un son de fort volume, c'est-à-dire forte intensité avec donc beaucoup d'énergie. L'unité utilisée pour l'amplitude peut être de deux types, c'est-à-dire qu'en sciences physiques, si on veut donner l'amplitude d'une onde, on va utiliser des unités de pression, comme par exemple le newton par centimètre carré.
En acoustique, on va s'intéresser aux ondes de pression, mais en même temps à la réalité de la perception de notre oreille d'être humain. Et on va utiliser une autre unité qu'on appelle le décibel ou dB, que l'on va calculer en se basant sur les ondes de pression qu'on détecte dans l'environnement, mais aussi sur les capacités de perception de l'oreille humaine. La formule qu'on utilise est celle-ci. Pour trouver le nombre de décibels, on utilise la formule suivante, donc 20 fois le logarithme de Px, la pression qui est mesurée par un appareil physique, divisé par P seuil. P seuil, ça correspond au seuil de perception de l'être humain qui est de 0,0002 fois 10-5 newtons par centimètre carré. Donc, on voit très bien que ces décibels, il faut faire attention quand on les utilise parce que d'une part, ils prennent en compte la perception humaine puisqu'on a cette pression seuil qui intervient dans la formule de calcul. Et en plus, on peut ajouter qu'il faut faire attention parce que c'est une échelle logarithmique. Ça veut dire que quand en sciences physiques, on a des augmentations donc en newton par centimètre carré dans l'onde de pression, eh bien ces augmentations avec les décibels vont être largement écrasées. Alors, pour bien illustrer cette conséquence, on peut donner l'amplitude d'un murmure et puis du décollage d'un avion en unité de pression physique, donc en newton par centimètre carré, et puis en décibels. Donc, le murmure va être de 0,002 fois 10-5 newton par centimètre carré, tandis que le décollage d'un avion en newton par centimètre carré, ça va être 200 fois 10-5 centimètres carrés. Entre les deux, on va avoir donc un rapport de pression qui va être de 100 000. Maintenant, si on donne l'amplitude du murmure et de l'avion en décibels, le murmure c'est 20 décibels, l'avion qui décolle c'est 120 décibels. Là, on n'a plus qu'un rapport de 6. Donc on voit très bien effectivement ici avec ces rapports de pression et de décibels que les décibels vont largement écraser ce rapport. C'est-à-dire que le décollage d'un avion, c'est pas en gros 6 fois plus fort qu'un murmure. En fait, c'est 100 000 fois plus fort qu'un murmure. Donc voilà, c'est un point sur lequel il faut être vigilant. Notons, quand on présente donc cette échelle des décibels, notons que une amplitude, une intensité en fait de 50 décibels, ça correspond plus ou moins au niveau habituel de conversation. À 80 décibels, on est sur le seuil de nocivité. Lorsqu'il y a une exposition de 8 heures par jour à un tel niveau de décibels, eh bien ça peut générer à plus ou moins long terme une perte auditive. Et à 120 décibels, c'est le seuil qu'on qualifie de seuil de la douleur. On peut effectivement abîmer de façon irréversible le système auditif avec ces intensités de 120 décibels. Dernière propriété, la complexité d'une onde sonore. En effet, une onde sonore, elle peut être pure. Dans ce cas-là, elle va être composée d'une seule fréquence. C'est typiquement le cas pour la fréquence qu'on va développer lorsqu'on utilise un diapason qui va correspondre au La à 440 Hz. Mais une onde sonore peut être complexe. Dans ce cas-là, elle va être composée de plusieurs fréquences, avec bien sûr une fréquence de base, mais d'autres fréquences qui vont s'y ajouter. Exemple, j'évoquais le diapason qui produit un La avec une seule fréquence, donc un La pur. Et si on veut évoquer un La complexe, on peut penser au La qui va être produit par un piano, ou au contraire par une guitare, par une flûte, et ainsi de suite. On va avoir en fait une fréquence de base qui va être la même à 440 Hz. Par contre, il va y avoir d'autres fréquences qui vont s'ajouter. Ça va donner une espèce de couleur finalement au son qu'on va appeler le timbre. Donc la complexité, ça correspond à la perception de timbre. Je n'en dis pas plus parce qu'on ne l'exploitera pas davantage là dans cette carte mentale. Je rajoute une remarque que j'ai déjà plus ou moins faite concernant la perception des ondes sonores. Je l'ai faite à travers l'exemple de l'arbre qui tombe, est-ce qu'il fait du bruit ou pas. Notons que sans système nerveux, il n'y a pas de perception sonore. Il faut un système nerveux pour transformer les ondes de pression qui sont présentes dans l'environnement en perception sonore. Une fois de plus, on peut dire que c'est notre système nerveux qui crée les perceptions et qui, de ce fait, crée notre réalité. Intéressons-nous maintenant à la localisation et à la structure du système auditif. Donc nos organes auditifs sont pairs, ils sont situés au niveau de la tête, dans un os qu'on appelle l'os temporal, plus exactement au niveau de l'oreille interne. Alors l'oreille est elle-même constituée de 3 parties qui toutes 3 participent à l'audition.
On distingue l'oreille externe qui est constituée par le pavillon, hein, qui constitue une sorte d'entonnoir acoustique, qui présente des bosses et des creux et qui peut accroître l'efficacité de certains sons. Une oreille humaine va notamment contribuer à accroître des fréquences sonores qui correspondent à la gamme du langage entre 2000 et 5000 Hz. Le pavillon va aussi permettre de localiser la source sonore. Alors, ce n'est pas trop le cas chez l'humain, mais ça va être le cas chez d'autres espèces qui peuvent bouger justement leurs oreilles. En bougeant leurs oreilles, ça permet un peu de trianguler l'espace et de mieux localiser l'origine d'une source sonore. D'autre part, les pavillons sont aussi importants pour d'autres phénomènes comme la thermorégulation sur laquelle je passe. Le conduit auditif, c'est la deuxième partie de l'oreille externe. Il fait à peu près 25 mm de long pour 8 mm de diamètre. Entre l'oreille externe et l'oreille moyenne, qu'on appelle aussi caisse tympanique, on trouve une peau de tambour qui est ce que l'on appelle le tympan. Alors, cette oreille moyenne, qu'on appelle aussi la caisse tympanique, elle comprend 3 osselets qui sont le marteau, l'enclume et l'étrier, qui sont 3 osselets qui vont pouvoir bouger les uns par rapport aux autres. Ils vont contribuer en fait à amplifier les sons et à transmettre les vibrations dans la suite de ce qui constitue le système auditif. Donc, nous allons y revenir. Ces 3 osselets présentent 2 muscles s'insèrent sur ces osselets. Ces muscles sont le tensor tympanique qui est innervé par le nerf 5 et le stapedius innervé par le nerf 7. Ces muscles peuvent plus ou moins se contracter et leur contraction va contribuer à atténuer l'énergie vibratoire qui va arriver sur la structure dont nous n'avons pas encore parlé, qui est la cochlée qui renferme les récepteurs auditifs. Alors, il se trouve que chez l'humain, c'est seul le stapedius qui va se contracter. En tout cas, quand globalement on observe une contraction, on parle de réflexe stapédien ou ossiculaire. C'est un mécanisme de protection, hein, ça permet de diminuer les vibrations. C'est d'ailleurs ce qui se passe quand on parle nous-mêmes. On va générer finalement ce réflexe stapédien et c'est ce qui contribue entre autres au fait que quand on s'entend parler, quand on s'écoute enregistrer sur une bande sonore, on ne perçoit pas notre voix de la même manière. Donc c'est un mécanisme de protection. C'est un mécanisme qui va aussi nous permettre d'être en mesure d'écouter une conversation, par exemple dans une soirée où il y a beaucoup de bruit. Donc on appelle ça le démasquage, hein, puisqu'on va optimiser un signal, celui produit par la personne qui nous parle, par rapport au fond, donc tout le bruit de fond. On sait que ce réflexe stapédien est également présent pendant une partie du sommeil, notamment le sommeil paradoxal, ce qui contribue à isoler l'organisme de l'environnement sonore. Et ces muscles sont toujours plus ou moins contractés. Si en tout cas leur capacité à se contracter disparaît, eh bien on perd la capacité à atténuer les sons et on va être envahi en fait par les sons qui vont nous sembler tous trop forts. On va souffrir de ce qu'on appelle une hyperacousie. Alors notons que cette caisse tympanique, cette oreille moyenne, elle est remplie d'air. Par contre, s'il y a un épanchement, les osselets peuvent se trouver englués, ils ne pourront plus suffisamment amplifier les sons et il y aura une perte auditive. Ça peut se produire quand il y a une otite, on parlera donc d'otite moyenne, par exemple une otite moyenne aiguë. Dans ce cas-là, il y a une douleur, il y a de la fièvre et les osselets vont être plus ou moins englués par le mucus qui va être produit. Et c'est aussi ce qui se passe dans une autre forme d'otite moyenne qui est ce qu'on appelle l'otite séreuse, qui est plus une otite chronique qui, elle, ne génère ni douleur ni fièvre, mais qui peut être à l'origine d'une perte auditive du fait que les osselets vont être englués. Le risque avec les otites séreuses, notons-le, hein, c'est un risque de défaut d'acquisition du langage, ce qui peut se produire donc chez l'enfant qui est en cours d'acquisition du langage. Évidemment, on ne parle pas là d'individus adultes. Dernier point concernant la caisse tympanique, elle s'ouvre par la trompe d'Eustache, qu'on appelle aussi la trompe auditive, dans le pharynx, avec le risque justement d'avoir une otite quand on a une rhinopharyngite, hein, et notamment si on renifle, puisqu'on peut favoriser la remontée dans ce cas-là des pathogènes en direction de la caisse tympanique.
Dernier point aussi, notons que lorsqu'on passe dans un tunnel ou qu'on monte en altitude par exemple, on a parfois l'impression que les oreilles sont comme un peu en train de se boucher. Eh bien dans ce cas-là, on peut avaler la salive ou bouger un peu la mâchoire ou bâiller et ça va réguler la pression, puisqu'effectivement dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que la pression de l'environnement va changer et du coup ça va plus ou moins bomber notre tympan et donc en bâillant, en avalant la salive, eh bien on va permettre à l'air de circuler dans cette trompe et de réguler la pression qui existe dans la caisse tympanique de façon à ce qu'elle s'équilibre avec la pression environnementale. Dernière partie de l'oreille, l'oreille interne qu'on appelle aussi le labyrinthe. Elle est constituée de deux parties. Une partie qui est l'oreille auditive, qui a la forme d'un escargot, on l'appelle la cochlée ou le limaçon. Et puis la deuxième partie qui est l'oreille de l'équilibre, qui constitue le système vestibulaire dont nous avons déjà parlé, donc nous n'en parlerons pas là dans ce chapitre. Alors pour donner une idée de ce labyrinthe, donc est constitué par une coque osseuse qui constitue le labyrinthe osseux, un petit peu comme le boîtier la boîte en fait d'une boîte de lunettes. Donc voilà, le labyrinthe osseux est constitué d'os. À l'intérieur, on trouve un liquide qui est la périlymphe et on trouve une structure qui épouse vraiment ses moindres formes, qu'on appelle le labyrinthe membraneux. Donc globalement, l'exemple que je prends toujours, donc c'est le boîtier à lunettes, c'est le labyrinthe osseux. Il est rempli de liquide, on l'appelle la périlymphe, et à l'intérieur, on a la paire de lunettes, qui va correspondre en fait au labyrinthe membraneux et qui va être souple et creux. Donc c'est une structure qu'on qualifie de membraneuse. Voilà, elle est souple, elle est creuse, et elle est elle-même remplie d'un liquide qu'on appelle l'endolymphe. Donc c'est un petit peu comme si les lunettes dans le boîtier étaient creuses et remplies d'un liquide appelé l'endolymphe, pour se faire succinctement une représentation. Alors nous allons nous intéresser à cette oreille auditive, donc cette cochlée ou limaçon. Pour pouvoir saisir la structure de la cochlée, le mieux c'est de la dérouler. On a dit elle a la forme d'un escargot, on va la dérouler et on va voir qu'elle ressemble à un tube creux enroulé. Plus exactement, j'ai mis 3 tubes, c'est comme si effectivement il y avait 3 tubes les uns sur les autres, comme on peut le voir ici sur cette image. On va donc décrire ici ces 3 tubes, ces 3 canaux en fait qui sont les uns sur les autres et qui sont tous remplis de liquide. On a ici donc le canal vestibulaire, là sur le haut de notre schéma, sur le bas on a le canal tympanique. On voit que ces deux canaux sont en fait en continuité l'un avec l'autre par une structure, ici cette extrémité qu'on appelle l'hélicotrème. Ils sont remplis donc de périlymphe et en fait ils correspondent à du labyrinthe osseux. Ce qui les délimite ici, tout autour, ici, là où je passe la souris, c'est de l'os. Donc c'est le labyrinthe osseux, c'est un peu notre boîtier à lunettes qui renferme bien le liquide, la périlymphe et ensuite la paire de lunettes qui va être le canal cochléaire, c'est-à-dire c'est le labyrinthe membraneux, comme on l'a évoqué, et il est lui-même rempli d'endolymphe. Donc je vais revenir sur ces points que je viens de souligner. Alors ce canal cochléaire, donc, comme on le voit ici, il est bien situé entre les deux précédents, le vestibulaire et le tympanique. Il est délimité par quelque chose qui est souple, on va parler d'une membrane. Donc la membrane qui se trouve entre le canal cochléaire et le canal vestibulaire, cette membrane ici, c'est ce qu'on appelle la membrane vestibulaire. Et entre le canal cochléaire et le canal tympanique, on a une autre membrane ici qu'on appelle la membrane basilaire ici. Donc le canal cochléaire, on l'a dit, il correspond au labyrinthe membraneux, il est bien délimité par une membrane, quelque chose qui est souple, et il est clos, il est rempli d'endolymphe. J'ai renoté ce point ici, qui est que donc, ce labyrinthe membraneux, il est bien contenu dans le labyrinthe osseux, comme on l'a évoqué précédemment. Donc ce canal cochléaire, il est clos et il contient ici une structure que j'ai représentée en bleu qui est l'organe de l'audition, qu'on appelle aussi l'organe de Cortig ou l'organe spiral. Donc on voit que cet organe de l'audition, il repose sur cette membrane qui est la membrane basilaire ici. C'est dans cet organe de l'audition qu'on va trouver les récepteurs auditifs. On va voir que parmi les 3 types de récepteurs sensoriels qu'on avait évoqués, soit un récepteur sensoriel, c'est une extrémité de neurones sensoriels de premier ordre qui est nue, soit c'est une extrémité de neurones sensoriels de premier ordre qui est associée à une capsule, soit c'est une extrémité de neurones sensoriels de premier ordre qui est associée à une cellule spécialisée. Ici c'est le cas, on est sur un récepteur qui est de type neurone sensoriel de premier ordre associé à une cellule spécialisée. La cellule spécialisée, il se trouve qu'elle est ciliée.
Alors d'autre part, il y a une petite structure qu'on va aussi découvrir au niveau ici de cet organe de l'audition. Il y a un petit repli au niveau de cette structure bleue qu'on appelle la membrane tectoriale qui va venir se replier sur les cils des cellules ciliées et certains cils vont venir s'enchasser dans cette membrane tectoriale. Ils vont venir s'y insérer, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Alors notons qu'il y a aussi au niveau de cette cochlée deux orifices qu'on va trouver finalement dans l'os qui délimite ici le labyrinthe osseux. Ces deux orifices en fait ne sont pas ouverts, ils sont fermés par des membranes qui sont donc des sortes de peaux de tambour. Ici donc l'orifice a une forme ovale, on appelle ça la fenêtre ovale qui est bien sûr fermée par une peau de tambour, et en bas un orifice qui est rond mais fermé lui aussi donc par une peau de tambour et on l'appelle donc la fenêtre ronde. Notons que sur ces deux trous qui sont fermés par les peaux de tambour, donc fenêtre ovale et fenêtre ronde, et bien sur la peau de tambour de la fenêtre ovale, on voit que l'étrier, l'un des trois osselets, s'y appuie. Ça veut dire que quand les osselets vont vibrer, eh bien l'étrier, lorsqu'il vibre, va appuyer sur cette fenêtre ovale, sur cette peau de tambour. On va revenir sur ces divers points. Alors, regardons à quoi ressemble cette cochlée, cette fois-ci en coupe transversale. On retrouve ici les trois canaux, canal vestibulaire, canal tympanique. Ils contiennent tous les deux de la périlymphe et sont en continuité l'un avec l'autre avec l'hélicotrème, comme on l'a vu précédemment ici. Entre les deux, on a le canal cochléaire qui correspond, on l'a dit, au labyrinthe membraneux. On retrouve ici cette structure souple qui le délimite, qu'on appelle la membrane vestibulaire. En bas, ici, la membrane basilaire. Et on voit, ici on zoome en fait sur cette structure bleue, on voit ici l'organe de l'audition qui est constitué par ces fameux récepteurs sensoriels qui sont associés à un neurone sensoriel de premier ordre. On voit ici ce neurone sensoriel de premier ordre qui remonte l'information via son prolongement qui constitue la fibre sensorielle ou fibre afférente, qui va être situé dans un nerf qu'on appelle le nerf 8 ou statoacoustique ou cochléo-vestibulaire. J'ai représenté ici ce neurone sensoriel de premier ordre comme étant de type pseudonipolaire. En réalité, il est de type bipolaire, mais par convention, je représente toujours les neurones sensoriels de premier ordre de ce type, donc c'est plus pour simplifier les dessins qu'autre chose que j'ai continué à le représenter de cette manière. En réalité, donc, ils sont bien bipolaires. Alors, revenons sur cette structure ici. On retrouve donc des cellules ciliées. Ici, vous voyez, il y a 3 rangées de cellules ciliées qu'on appelle externes, dont les cils sont insérés dans cette membrane qui est la fameuse membrane tectoriale. Et ici, on a une cellule ciliée dite interne qui n'a pas les cils insérés dans la membrane tectoriale et on a une seule rangée de cellules ciliées internes. Je parle de rangée puisqu'il faut imaginer, en coupe transversale, il faut imaginer que devant cette cellule, donc devant l'écran, on rajoute une cellule et ainsi de suite. Donc on a toute une file indienne de cellules et c'est la même chose ici pour ces 3 rangées. Il faut imaginer 3 cellules qui sont devant celle-ci, donc qui seraient devant l'écran et ainsi de suite. Donc on a bien 3 rangées. Intéressons-nous un peu plus justement à ces récepteurs auditifs. Donc nous venons de le dire, ce sont des récepteurs de type cellule spécialisée associée à un neurone sensoriel, donc de premier ordre. La cellule spécialisée est ciliée. Et si on s'intéresse à ces cellules ciliées, on constate qu'elles sont constituées par 2 types de cils. Un cil unique qui est le plus grand, qui est le kinocyle, qui est un véritable cil, et puis d'autres structures qu'on appelle les stéréocils, qui sont nombreux, qui sont rangés par ordre de taille, mais qui ne sont pas de véritables cils, au sens cellulaire. Concernant le comportement des cellules ciliées, on constate que quand les cils sont dans le prolongement du corps de la cellule, c'est-à-dire quand ils ne sont pas inclinés, il existe une activité spontanée de ces cellules qui s'articule via une synapse au neurone sensoriel. Et on constate que la synapse présente une activité de base. Il y a un peu de neurotransmetteurs NT, donc neurotransmetteurs libérés. Ça veut dire que si on place des électrodes sur le neurone sensoriel, on va voir qu'il y a une certaine fréquence de potentiel d'action qui existe. On parlera de fréquence de repos. C'est une activité de repos qu'on observe. Quand les cils s'inclinent, selon qu'ils s'inclinent vers ou à l'opposé du kinocyle, on va observer des phénomènes inverses. Lorsque les cils s'inclinent à l'opposé de l'endroit où se trouve le kinocyle, on observe une diminution de la libération de neurotransmetteurs. Donc la fréquence de décharge diminue, la fréquence de repos diminue, il n'est plus une fréquence de repos, mais une fréquence qui va être diminuée. Quand au contraire les cils s'inclinent vers le kinocyle, on observe une augmentation de la libération de neurotransmetteurs, ce qui veut dire que la fréquence de décharge des potentiels de repos est à ce moment-là augmentée.
Nous avons également pu noter qu'il existe deux types de cellules ciliées, les cellules ciliées internes et les externes. Il y a 3500 cellules ciliées internes contre 12 000 cellules ciliées externes. Les internes, on l'a vu, s'organisent en une seule rangée et leurs cils sont libres, alors que les externes s'organisent en 3 rangées et leurs cils sont enchâssés dans la membrane tectoriale. On peut noter que les cellules ciliées internes vont être contactées par une fibre sensorielle, plus exactement une fibre sensorielle contacte une seule cellule, mais en réalité, elles sont contactées, ces cellules, par plusieurs fibres sensorielles. Et on note même que c'est 95% des fibres sensorielles du nerf 8 qui leur sont destinées. Ces cellules ciliées internes, ce sont les véritables récepteurs auditifs. Les cellules ciliées externes, elles, les concernant, on note qu'une fibre sensorielle va pouvoir contacter plusieurs cellules et que finalement, c'est seulement 5% des fibres sensorielles situées dans le nerf 8 qui sont destinées à ces cellules. Ces cellules ciliées externes, ce ne sont pas véritablement les récepteurs auditifs, mais ce sont des cellules qui vont contribuer à moduler la réception auditive. On a vu que leurs cils s'insèrent dans la membrane tectoriale, elles vont être en mesure de tracter plus ou moins cette membrane tectoriale, ce qui va contribuer à moduler des turbulences qui peuvent exister dans l'endolymphe, justement quand des ondes de pression sont détectées, et par leur mouvement, elles vont pouvoir contribuer à accroître ou diminuer l'inclinaison des cils des cellules ciliées internes. Comment cela se produit-il ? Ce sont des cellules qui vont notamment recevoir une innervation motrice et elles vont, en fonction de ces ordres moteurs, tracter plus ou moins cette membrane tectoriale. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à la transduction sensorielle, la transduction étant ce qui est toujours étudié quand on parle de système sensoriel, c'est le moyen par lequel un système sensoriel va pouvoir transformer, traduire ou encore transduire, si on se le permet, donc transformer une énergie présente dans l'environnement ou dans le corps en un message nerveux. Donc c'est le fait de traduire l'énergie ici présente dans les ondes de pression en un message nerveux qui va pouvoir circuler dans le système nerveux. Donc la transduction se fait de la façon suivante. On va commencer avec ces ondes de pression, donc les ondes sonores qui sont présentes dans l'environnement, ces vibrations des molécules d'air, qui vont pouvoir être captées par le pavillon, donc notre oreille externe. Avec ses bosses et ses creux, ces ondes de pression qui sont détectées sont concentrées vers le conduit auditif où elles circulent et au bout du conduit auditif, elles rencontrent le tympan qu'elles vont mettre en vibration. Le tympan vibre, les vibrations du tympan vont être amplifiées par les osselets situés dans l'oreille moyenne, dans la caisse tympanique. Les osselets vibrent et le dernier osselet, l'étrier, va frapper la peau de tambour qui ferme la fenêtre ovale. La peau de tambour de la fenêtre ovale se met à bouger. Derrière, on trouve la périlymphe. La périlymphe va être bougée à son tour. Il va y avoir des mouvements de la périlymphe dans le canal vestibulaire. Cette périlymphe bouge, elle est poussée aussi jusqu'à l'hélicotrème, jusqu'au canal tympanique. Au niveau du canal tympanique, on sait qu'il y a la fenêtre ronde qui va contribuer à amortir justement ces vibrations, à dissiper un petit peu l'onde. Mais bon, entre-temps, on a cette périlymphe qui bouge. Et les mouvements de la périlymphe vont être à l'origine de déformations de la membrane basilaire, à l'origine de mouvements de la membrane tectoriale et finalement de l'endolymphe qui se trouve donc dans le conduit cochléaire. Au final, les cellules ciliées du conduit cochléaire, donc de l'organe auditif, vont plus ou moins s'incliner. On sait qu'en s'inclinant, ça va contribuer à changer la fréquence de décharge. Donc on va avoir une fréquence de décharge qui va changer. Autrement dit, c'est le message nerveux qui va être constitué. Il est formé donc initialement par les cellules ciliées internes. Bien sûr, il va être modulé par les cellules ciliées externes qui vont tracter plus ou moins la membrane tectoriale. Et au final, le message nerveux sera transporté vers le système nerveux central. Alors, notons une chose, c'est que
selon la fréquence des ondes de pression présentes dans l'environnement, eh bien, la membrane basilaire va présenter différents comportements. Globalement, s'il s'agit de sons de haute fréquence, des sons aigus, c'est surtout la base de la membrane basilaire qui va vibrer. Pour des raisons mécaniques, c'est que la base de la membrane basilaire est étroite et rigide. Et quelque chose d'étroit et rigide va davantage vibrer quand les fréquences sont hautes. A l'inverse, quand les ondes de pression sont à basse fréquence, ce qui va surtout se déformer, ce qui va bouger, vibrer, c'est surtout l'apex de la membrane basilaire. Pourquoi ? Pas tout simplement en raison de sa configuration physique, c'est que cet apex de la membrane basilaire est large et souple, et quelque chose de large et de souple va davantage vibrer quand les fréquences sont basses. Alors c'est un point que nous allons retrouver en évoquant les voies auditives. Alors, à partir des voies auditives, à partir des cochlées, on va voir se constituer les voies auditives, c'est-à-dire que nos cochlées vont assurer, plus exactement, nos récepteurs auditifs vont assurer la transduction sensorielle, puis une fois que les messages nerveux sont constitués, ils circulent le long de fibres nerveuses sensorielles qui sont contenues dans le nerf 8, qui est le nerf donc statoacoustique ou cochléo-vestibulaire, ou anciennement appelé nerf auditif. Donc les informations vont être amenées vers l'encéphale, plus exactement elles vont gagner des noyaux situés dans le myélencéphale, c'est-à-dire dans le bulbe rachidien, des noyaux qu'on appelle les noyaux cochléaires. À partir de là, il va y avoir diverses projections qui vont se faire, des projections vers d'autres lieux du myélencéphale, notamment vers les olives bulbaires, vers divers points, on va dire diverses zones des olives bulbaires, qui vont nous permettre de localiser les ondes sonores, soit en se basant sur la différence temporelle, soit en se basant sur la différence d'intensité. C'est-à-dire qu'il y a une comparaison entre les signaux envoyés par les deux oreilles. Si un son, une onde de pression provient de ma gauche, mon oreille gauche va le percevoir en premier, l'oreille droite en deuxième. Donc on va pouvoir se baser sur cette différence temporelle pour localiser la source sonore. Et on peut se baser aussi sur la différence d'intensité, toujours la même chose, si un son provient de ma gauche, mon oreille gauche va le percevoir avec un volume plus important que mon oreille droite. Et ça va être un autre moyen pour localiser la source sonore dans l'espace. Les informations auditives vont également atteindre des régions situées dans le métencéphale, notamment le noyau du lemnisque latéral, qui est une structure qui va entre autres contribuer à traiter différents aspects temporels des ondes de pression, des sons, notamment un travail autour de la durée. Et c'est aussi une structure qui est importante pour le réflexe stapédien ou ossiculaire dont nous avons parlé. D'autre part, les informations vont également gagner les colliculis inférieurs situés au niveau du mésencéphale, dans lesquels existent des représentations spatiales de l'espace sonore. Ce sont des structures qui vont contribuer à coordonner les mouvements de la tête et des yeux quand un son est émis dans l'environnement. Ça permet une certaine orientation de l'attention auditive vers cette source sonore. Et ce sont aussi des structures qui vont être importantes pour la communication intraspécifique. Notons qu'à partir de ces structures, il y a des projections qui se font vers le diencéphale, plus exactement vers les corps genouillés ou géniculés médiaux situés au niveau du thalamus. Et à partir de là, on va avoir des projections vers le télencéphale, on va dire globalement vers le cortex auditif, qui va permettre d'identifier consciemment les stimuli auditifs, qui va contribuer aussi, ce cortex cérébral, à l'analyse des sons du langage et aussi au contrôle et à la direction des mouvements qui sont réalisés par l'individu sur la base des sons qui sont perçus. Voilà, donc ça reste assez succinct là, cette description des voies auditives. Rajoutons juste une remarque concernant ces voies auditives, c'est que comme toute voie sensorielle, il s'agit de voies, de projections qui sont organisées, qui sont ordonnées, si bien qu'on va pouvoir parler de tonotopie ou de cochléotopie. Il s'agit du fait qu'il existe des projections qui se font point par point depuis la membrane basilaire de la cochlée vers le cortex cérébral. Ce qui veut dire que, comme on l'a évoqué, on a vu qu'au niveau de la membrane basilaire, les zones qui vibrent le plus ne vont pas être situées au même endroit selon la hauteur tonale d'une onde de pression sonore.
On a dit que la base de la cochlée va surtout détecter les sons aigus, l'apex, les sons graves. Donc il existe des bandes de fréquences au niveau de cette membrane basilaire. Et bien ces bandes de fréquences, on les retrouve aussi au niveau du cortex cérébral, du fait que les projections sont ordonnées, organisées. Donc c'est ça qu'on appelle la tonotopie ou cochléotopie. Terminons avec un regard sur les troubles auditifs. Il existe effectivement plusieurs types de surdité. On peut parler de surdité de transmission. Par exemple, quand l'oreille externe est concernée, s'il y a, mettons, un bouchon de cérumen, s'il y a une otite externe, ou encore quand l'oreille moyenne est concernée. Par exemple, s'il y a une arthrose des osselets, ce qui peut s'opérer, ou encore s'il y a une otite moyenne, qu'elle soit aiguë ou chronique avec le cas de l'otite séreuse. Autre type de surdité, la surdité dite de perception. On parle de surdité neurosensorielle quand il y a une perte des cellules ciliées de la cochlée ou quand il y a une section du nerf 8. Et on parle de surdité centrale quand ce sont davantage les voies et les centres auditifs situés au niveau de l'encéphale qui sont lésés. Il existe différents dispositifs pour remédier à ces déficits auditifs. On peut citer le cas des cornets acoustiques. C'était plutôt évidemment utilisé au XIXe siècle. On peut penser au professeur Tournesol dans Tintin, par exemple. Et pour les dispositifs actuels, on peut évidemment citer les audioprothèses qui vont pouvoir être utilisées en cas de surdité de transmission. Et on peut aussi évoquer l'implant cochléaire qui peut par exemple être utilisé quand il y a une perte des cellules ciliées. Dans ce cas-là, cette structure va être placée au niveau de la cochlée. Alors il n'y a plus dans ce cas-là les cellules ciliées, mais l'implant va repérer les zones en vibration de la membrane basilaire et va pouvoir directement stimuler les fibres nerveuses sensorielles au niveau desquelles un message nerveux va être généré, mais donc il est généré par l'implant et non plus par les cellules ciliées. Il est possible d'évaluer l'audition en fait, d'une personne et notamment de détecter précocement une surdité, notamment en étudiant ce qu'on appelle les auto-émissions acoustiques ou OEA, avec deux types d'auto-émissions acoustiques qui peuvent être spontanées ou provoquées. Donc il s'agit là de sons qui sont produits par les oreilles. Et ce sont ces sons qu'on évalue pour évaluer cette audition. Et nous terminons sur cette carte mentale qui explore le système auditif avec une remarque concernant le spectre de réception sonore. C'est que globalement, le spectre de réception des sons, les capacités à réceptionner les sons, notamment les fréquences sonores d'un organisme, eh bien, ça va comprendre le spectre dit des émissions des sons possibles par les espèces. Ça veut dire que globalement, une espèce va être capable de produire des sons qui s'inscrivent dans un certain spectre sonore. Et bien, ce spectre d'émission va être contenu dans le spectre de réception. On peut dire qu'il s'agit évidemment d'une calibration donc qui existe là sur les sons intraspécifiques et qui va permettre aux organismes d'une espèce donnée d'être sensibles aux sons produits par l'espèce en question, ce qui va être important pour la communication intraspécifique. Voilà, nous avons donc terminé avec cette carte mentale sur l'audition, dans laquelle on n'a fait que survoler notamment les voies auditives. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine carte mentale.